vingtaine de membres du principal parti de l'opposition tanzanienne, dont un député à l'Assemblée nationale, ont été arrêtés samedi dans le sud de la Tanzanie. La police les accuse de fomenter des troubles. La force du G5 Sahel a un nouvel homme fort à sa tête depuis le week-end. Le chef d'état-major adjoint mauritanien a été nommé commandant en chef de la force anti-djihadiste. Les violences meurtrières du week-end en Haïti ont engendré la démission du Premier ministre. Le président a annoncé dans un message à la nation que son nouveau gouvernement sera inclusif pour soulager la misère. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La force du G5 Sahel a désormais un nouvel homme fort à sa tête depuis samedi. Le chef d'état-major adjoint mauritanien a été nommé commandant de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Le général Anena Ould Sidi succède ainsi au général malien Didier Dako. Le général tchadien Ouma Bikino en est l'adjoint. Reportage. C'est lors d'un sommet du G5 qu'a été prise la décision de remplacer le général Dako et son adjoint burkinabé, le colonel-major Yaya Serré. C'était précisément le 2 juillet à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine. Ce remaniement fait suite à un attentat djihadiste le 29 juin contre le quartier général de la force conjointe à Sévaré, dans le centre du Mali. On s'en souvient encore. 3 morts, dont 2 militaires maliens de cette force, outre 2 assaillants, en ont découlé. Au lendemain de l'attentat, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz avait dénoncé des failles au sein de l'état-major de la force du G5 Sahel. Le général mauritanien Anena Ould Sidi, nouvellement nommé à la tête de la force conjointe du G5 Sahel, a notamment dirigé dans son pays les renseignements militaires. Un domaine dans lequel la force du G5 Sahel montre de nombreuses carences, selon l'ONU et des experts. Quant au nouveau commandant adjoint de la force, le général Oumar Bikimo, il a plusieurs fois été chef d'état-major particulier au ministère tchadien de la Défense, commandant du contingent tchadien en Centrafrique dans le cadre de l'intervention militaire régionale en Centrafrique. Cette figure de l'armée tchadienne connaît bien le Mali pour y avoir commandé les forces du Tchad envoyées en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Il avait ensuite servi comme chef adjoint de la force militaire de la mission de l'ONU, MINUSMA, en 2015 et 2016. Une vingtaine de membres de principales partis de l'opposition tanzanienne, dont un député à l'Assemblée nationale, ont été arrêtés samedi dans le sud de la Tanzanie. La police les accuse de fomenter des troubles. L'arrestation du député Frank Mwakajoka, élu de Tunduma, dans la province de Mbeya, en Tanzanie, a été opérée samedi au bureau de son district. Il s'y était rendu pour demander des formulaires à faire remplir par les candidats de son parti aux élections municipales partielles prévues en août. Le secrétaire général du parti Chadema se dit concerné car ne comprenant pas les raisons de cette arrestation. Après Mwakajoka, la police a arrêté 20 autres membres du Chadema qui étaient réunis dans une salle de la permanence locale du parti. La police les accuse de fomenter des troubles. Le commandant local de la police a indiqué qu'il n'avait pas encore assez d'informations pour pouvoir s'exprimer au sujet de cette arrestation. Samedi, le président tanzanien John Magufuli a ordonné aux autorités carcérales de la Tanzanie que les prisonniers devront travailler jour et nuit et recevoir des coups de pied s'ils font preuve de paresse. Le chef de l'État a affirmé aussi que le manque d'activité des prisonniers favorisait la consommation de drogue et l'homosexualité. Il a également demandé aux autorités carcérales de mettre un terme aux visites conjugales en prison. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Magufuli a été critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour son autoritarisme, ses détracteurs l'accusant de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Les violences meurtrières du week-end en Haïti ont engendré la démission du Premier ministre. Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé dans un message à la nation samedi soir que son nouveau gouvernement sera inclusif pour soulager la misère de la population.
Haïti reste marqué par la vague de violence soudaine déclenchée le 6 juillet par une tentative du gouvernement d'augmenter les prix des carburants. Une semaine après que la colère populaire ait paralysé la majorité des routes et des villes du pays, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan a annoncé sa démission samedi. Accompagné de l'ensemble de ses ministres, le chef du gouvernement était à la Chambre des députés car les parlementaires exigeant son départ du pouvoir l'avaient convoqué. Quelques heures après cet épisode, le président Jovenel Moïse a déclaré vouloir rassembler toutes les forces vives de la nation sans perdre de temps pour former un gouvernement inclusif. La mission de celle-ci sera de soulager la misère du peuple, développer l'agriculture, l'énergie et les infrastructures à travers le pays. Mais ces promesses seront-elles suffisantes pour calmer la population? Puisque plusieurs centaines de manifestants ont par ailleurs défilé samedi dans les rues de la capitale Port-au-Prince pour exiger le départ non seulement du Premier ministre, mais aussi du président Jovenel Moïse. Le président haïtien a dit comprendre la situation tout en expliquant que la violence ne fonctionne ni avec le développement ni avec la démocratie. Aux Comores, l'opposition manifeste dans les rues de Moroni contre la décision du président Azali Assoumani d'organiser à la fin de ce mois de juillet un référendum qui lui permettra de briguer un deuxième mandat consécutif à la tête de l'archipel. Un référendum constitutionnel que l'opposition comorienne juge d'illégal. Près d'1 millier de personnes ont pris part au rassemblement place Badjanani de Moroni, orné de banderoles où on pouvait lire « Azali dégage », pas de référendum sans cour constitutionnel ou encore libérer l'ancien président Sambi. L'opposition comorienne dénonce l'illégalité du référendum constitutionnel du 30 juillet prochain qui devrait permettre au président Azali Assoumani de briguer un deuxième mandat à la tête de l'archipel. Pour le secrétaire général du parti Joua, Ahmed El Barouane, la loi a été piétinée et dans cette situation d'illégalité, on ne peut aller à une élection ou un quelconque référendum marqué du sceau de l'illégalité. À 2 semaines du référendum, d'aucuns se plaignent de ce que la question sur laquelle la population sera appelée à se prononcer n'est toujours pas connue. Si au moins on m'avait expliqué comment voter oui, j'aurais pu peut-être aller voter oui. Mais on m'a rien expliqué. L'opposition ne leur donne pas l'occasion de pouvoir exprimer est-ce que voter non ou oui. Donc franchement, c'est un grand point d'interrogation sur la tête. C'est pas en donnant une seule voix, en interdisant les autres de parler, en enfermant, en muselant les partis d'opposition et en intimidant, en mettant en prison, en résidence surveillée, les personnes qui peuvent dire ce qu'ils pensent, qu'on peut parler de la liberté. Le président Azali a été élu en 2016 pour un mandat de 5 ans non renouvelable, selon la règle de la présidence tournante entre les 3 îles de l'archipel. Ces dernières semaines, le chef de l'État a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, placé en résidence surveillée son prédécesseur et rival Ahmed Abdallah Sambi et interdit des manifestations. En Côte d'Ivoire, plusieurs dizaines d'habitations et de commerces sont sous les eaux depuis jeudi à Aboisseau, ville située dans le sud-est du pays. Ces inondations ont été causées par une crue du fleuve Bia qui arrose la ville. Au moins 200 familles ont été évacuées dans des écoles situées près de la localité. Reportage. L'agent de Sodeci, CUE plutôt, sont venus avertir bien avant que ça, pendant 3 jours de cela. Bon, nous, on ne savait pas que ça allait être violent comme ça. Bon, hier, avant-hier, il y a eu un congélateur, des parties, des chaises, des tables. Ils ont déjà déversé l'eau comme ça. Notre grande surprise a déjà inondé. Nous avons fait plusieurs choses. Les matelas, les lits ont été carrément détruits. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile depuis hier. Vous voyez dans mon état où je suis. Voilà. C'était jeudi soir. Nous avons pris des dispositions pour qu'un certain nombre de familles soient logées dans le foyer catholique. Et le lendemain, nous avons fait loger plus de 100 familles dans une école publique au quartier Togo. Ces familles ont malheureusement tout perdu. Parce que dans certains endroits, la hauteur de l'eau a atteint plus d'1 mètre en moyenne. C'est la fin de la première partie de cette édition. On retrouve le sport dans un instant.
Johannes Toanou, bonjour. C'est fait, 20 ans après la France sacrée championne du monde, la Coupe du monde russe est donc terminée. Tout à fait, Kodjovi Ametonou. Et pour y arriver, cette équipe de France a eu le devoir de battre nombre de sélections et c'était face à la sélection du damier, la Croatie, en finale. Et pour ce match-là, l'ouverture du score est intervenue dès la 18e minute de jeu sur un but contre son camp de Mario Mandzukic suite à un coup franc totalement inexistant accordé à Antoine Griezmann. Mais les Croates sont revenus au courage par l'entremise d'Ivan Perisic sur une magnifique reprise de volée qui a remis son équipe dans le match. Mais le match a basculé dans le camp français à la 34e minute sur un pénalty accordé à la France, transformé après l'aide de la VAR, Griezmann permettant au tricolore de refaire la course en tête 2-1 à la pause. Mais comme c'était à prévoir, quand il y a maintenant la fatigue accumulée lors des 3 prolongations par les Vatrini a pesé en seconde mi-temps. Paul Pogba, 59e, puis Kylian Mbappé, 69e, ont assuré une avance confortable aux Bleus. L'erreur monumentale d'Hugo Lloris qui a permis à Mandzukic de réduire le score à 4-2 fut anecdotique. 20 ans après donc, la France gagne son 2e titre de champion du monde. Champion du monde, c'est terminé donc. L'heure est aujourd'hui au bilan, les meilleurs joueurs, les buteurs et autres. Johannes Toanou. Tout à fait, Kodjovi Ametonou. On sait déjà que Didier Deschamps est devenu le 3e homme sacré en tant que joueur et sélectionneur avec une nation. C'était la première personne, c'était Mario Zagallo avec le Brésil. Ensuite, Franz Beckenbauer avec l'Allemagne. Luka Modric a terminé meilleur joueur de la compétition. Kylian Mbappé a fini meilleur jeune. Le meilleur buteur, c'est l'anglais Harry Kane. Le meilleur gardien, c'est un belge, il a nom Thibaut Courtois. Enfin, le trophée du fair play est revenu à la sélection d'Espagne. Merci donc à vous, Johannes Toanou, mais on va quand même vous laisser partir. L'arbitrage vidéo aujourd'hui a fait ses preuves. Quel bilan vous en faites, vous, personnellement? Visiblement, il y a beaucoup d'erreurs qui ont pu être corrigées, comme il y a d'autres qui ont laissé quand même le débat tout autour de cet arbitrage-là. C'est la preuve déjà que ceux qui estimaient que l'arbitrage vidéo allait dénaturer le football, ce n'est pas effectivement ça, puisque les débats houleux de est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il y a faute, continuent. Mais lors de cette finale-là déjà, j'estime par exemple que le pénalty accordé à la sélection française aurait dû ne pas être accordé parce que quand on est dans une surface et qu'on fait action de jeu et qu'on va en extension, on est obligé de lever les bras. Et quand vous avez un joueur français, notamment le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi, oui, qui est devant vous, qui fait action de jeu aussi et qui touche aussi le ballon de son bras, j'estime qu'on n'aurait pas dû accorder ce pénalty-là. C'est la preuve que le football reste quand même entier et qu'il y a encore des erreurs perfectibles. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout sport de contact, mesdames et messieurs. Merci donc de nous avoir suivis. La Coupe du Monde, c'est déjà du passé. Les regards sont tournés vers le Qatar. À chacun à tous, merci de nous avoir suivis donc sur Sika. L'information se poursuit sur la télévision et ses différents sites. Restez donc câblés.